pour faire l'état des lieux, au moment où on parle, Biden est clairement en avance et il est déjà annoncé comme vainqueur. Et c'est quelque chose, c'est fascinant, c'est historique ce qui se passe. Et on est dans une situation où un camp crie à la fraude électorale et un autre camp insiste pour attendre. Notamment Biden, dans son dernier discours, je pense que c'était aujourd'hui, il a insisté, beaucoup s'attendaient à ce qu'il se déclare vainqueur, mais il a été plutôt réservé et prudent et il ne s'est pas avancé sur ce terrain et il a dit il a invité à patienter jusqu'à la fin des comptes des bulletins. Alors, quel est l'état actuel? Eh bien, c'est que personne ne sait clairement qui est vainqueur. On ne sait pas encore. Donc, le vainqueur de l'élection n'a pas encore été annoncé officiellement. Biden, au niveau des décomptes aujourd'hui, il est en avance. Mais, il a commencé à prendre de l'avance à partir du 4 novembre, lorsque les bulletins par correspondance ont commencé à être décomptés. Et immédiatement, quand cette situation s'est présentée, le camp de Trump a appelé et a parlé de fraude électorale. Trump, il a répété à 2 reprises. Dans un premier discours, il a parlé du fait, il a dit, je considère que nous avons gagné. Pour ce qui me concerne, je pense que nous avons remporté l'élection. Et dans un deuxième temps, il a parlé du fait qu'ils allaient aller jusqu'à la Cour suprême pour revendiquer et revendiquer le recomptage et que certains bulletins par correspondance soient exclus du décompte, mentionnant des cas de fraude. Alors le scénario est celui-ci. Au soir de l'élection, et là je vais juste donner les faits et chacun les interprète comme il veut. Je vais vraiment me borner à donner simplement les faits. Alors, au soir de l'élection, jusqu'en la Floride, Donald Trump remporte la Floride. La Floride, pour rappel, c'est l'État qui était disputé lors de l'élection 2000 entre Al Gore et George Bush. Et on a attendu 1 mois pour avoir le résultat final de l'élection parce que il y avait les décomptages. Donc au final, George Bush remporte l'élection. Après cela, la Floride a complètement réformé son système électoral. Et donc, au soir de l'élection, on a eu les résultats en Floride. Donc passons. On attendait donc les résultats. Il restait les États clés, ou les États pivots, comme on les appelle. Le Michigan, le Wisconsin, la Caroline du Nord, la Georgie et le Minnesota. Si je me trompe, oui, je crois que ce sont les 5 qui devaient donner les résultats. Alors, à partir d'un certain moment, les États comme la Pennsylvanie et le Michigan ont arrêté de compter les bulletins. Officiellement, ont annoncé qu'ils arrêtaient le décompte des bulletins et qu'ils reprendraient le lendemain. Je le sais parce que je suivais de très près et j'essaye de couvrir pour pouvoir avoir une information équilibrée. J'essaye de suivre les comptes Twitter de chaque bureau de chaque État et des bureaux de vote. Donc, quand il y a des annonces, je peux les voir. Donc, je crois que c'était la Pennsylvanie, le Michigan. Ils ont, je pense, quelques-uns en Caroline du Nord ont annoncé qu'ils arrêtaient le décompte et qu'ils revenaient continuer le lendemain. Le problème, c'est que après avoir annoncé l'arrêt, c'est vrai pour le Michigan au moins. Parce que j'ai posé d'ailleurs la question sur Twitter. Si les décomptes sont arrêtés pour observer, c'est que tous les bulletins qui ont commencé à être décomptés après cette interruption étaient des bulletins favorables à Biden. Et c'est après cela que Biden fait un discours en premier pour dire nous avons gagné et les démocrates essayent de voler cette élection. Et c'est à ce moment que le chaos commence. Donc, il y a eu effectivement cet incident. Pourquoi est-ce que les bureaux de vote ont arrêté de décompter?
je ne sais pas. C'est d'avoir un bureau de vote. Dans chaque bureau de vote, il doit y avoir des observateurs, des représentants des deux partis. C'est généralement des volontaires, mais ces observateurs, salut Franck, ces observateurs dans les bureaux de vote sont là pour des deux partis pour vérifier que les bulletins sont effectivement signés, que les bulletins ont respecté les normes pour être validés et approuvés. Et donc, ont annoncé qu'ils allaient interrompre le décompte et qu'ils allaient revenir le lendemain continuer. Et donc, quand ils ont annoncé, les observateurs du GOP, du Parti républicain, sont rentrés et ont libéré les lieux. Et une heure plus tard, les organisateurs, les responsables du bureau de vote ont recommencé le décompte en l'absence des observateurs du Parti républicain. Et donc, on va dire quoi? La procédure juridique du camp Trump, c'est que tous les bulletins qui ont été décomptés autour de 20 heures là, des observateurs du GOP. Ça, c'est l'une des accusations. Et la procédure est en cours. Je crois qu'en Pennsylvanie, la Cour a notamment demandé que les bulletins par correspondance soient exclus du lot. Et aujourd'hui, la Cour suprême a pris une décision, a pris une instruction pour demander que les bulletins par mail en Pennsylvanie, les bulletins par correspondance en Pennsylvanie soient décomptés séparément des bulletins qui ont été reçus le jour de l'élection. Donc, c'est une situation à suivre. En Géorgie, c'est une situation quasiment similaire, mais ce qu'on observe, c'est que la plainte ou bien le reproche ou bien la procédure juridique, c'est que au moment du décompte, le logiciel qui s'occupe du décomptage a connu, comment ils appellent encore ça, Dominion. Bref, le logiciel a connu un bug pendant le décompte et au moment où Trump avait une avance de 200 000 votes, le système a connu un bug et ensuite, quand le système a été remis en place, c'est Biden qui était en avance. Donc, il y a un certain nombre d'observations ou de détails. Et par ailleurs, si ce que je dis, c'est le contenu des plaintes que l'équipe de campagne de Trump a déposé au niveau des tribunaux de chaque État. Donc, tout ça, c'est disponible sur Internet, sur les sites des tribunaux, c'est accessible, donc vous pouvez vérifier. Je n'ai pas les détails de toutes les plaintes, mais la procédure, je pense que ce que l'équipe juridique ou l'équipe légale de la campagne de Trump est en train de faire actuellement, c'est rassembler le plus possible de preuves ou de signes potentiels de fraude pour pouvoir monter un dossier solide et aller jusqu'à la Cour suprême si nécessaire. Donc, c'est cela la situation. C'est une situation totalement chaotique et personne ne sait exactement quand on aura le résultat final de l'élection. Personne ne sait quand on pourra appeler clairement le vainqueur de l'élection. Pour rappel, en 2000, pour un seul État qui était la Floride, où Al Gore s'est plaint de fraude, il a fallu 1 mois pour déclarer un vainqueur. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 4 à 5 États qui sont conflictuels et donc personne ne sait véritablement. Au minimum, mon pronostic, c'est que pendant les 2 prochains mois, nous n'aurons pas un vainqueur de manière définitive. Alors, comment est-ce que cela influence mon pronostic par rapport à l'élection? Eh bien, j'ai tendance à être un homme de parole et à rester et à m'entêter sur mon pronostic. Donc, je ne vais pas changer mon pronostic parce que je m'ajuste aux circonstances. Par contre, je vais dire que honnêtement, je doute que la campagne de Trump puisse avoir une résolution de ce conflit au niveau des tribunaux. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Les tribunaux, de manière historique aux États-Unis, pour les conflits électoraux, ont tendance à renvoyer les partis à trouver un compromis. Ce n'est pas la première fois qu'il y ait ce genre de conflit, notamment au niveau des élections régionales ou des élections au niveau de l'État. Le pire scénario qu'on ait connu, c'est un scénario en Caroline du Nord, je pense il y a 2 ans, où un tribunal a annulé totalement l'élection. C'était l'élection d'un maire ou pas l'élection de gouverneur, l'élection d'un maire ou
ou ça devait être un maire. Donc l'élection d'un maire a été totalement annulée en Caroline du Nord parce qu'il y a eu une plainte de fraude. Ce qui s'est donc passé, c'est que l'élection a été totalement annulée et réorganisée. Donc ça, c'est le pire qu'on puisse retrouver de manière dans les 50 États. Généralement, les tribunaux soit ils renvoient les partis pour trouver un compromis entre eux, soit ils demandent un recomptage des bulletins au cas où le nombre de bulletins conflictuels pourrait avoir une influence sur les résultats finaux. Donc, en termes de réussite, en termes de probabilité de la réussite dans une procédure comme celle-ci, Donald Trump ou son équipe juridique, ils doivent démontrer que le volume de fraude est suffisamment important pour éventuellement annuler l'avance que Biden a. Donc, si Biden a par exemple, a par exemple 500 000 bulletins de vote d'avance sur Trump, l'équipe de campagne doit pouvoir démontrer que le nombre de votes conflictuels ou le nombre de votes qui sont en question va au-delà de ces 500 000 bulletins. Voilà pourquoi cette procédure pourrait changer le résultat de l'élection tel qu'on le connaît. Donc c'est une marge ou c'est un critère qui me semble très très élevé et qui sera difficile pour l'équipe de campagne à démontrer. La deuxième raison pour laquelle je doute de manière objective que les procédures aboutissent, c'est que prouver la fraude électorale dans un contexte comme celui-ci est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que le Covid a permis à chaque État et de manière générale au Congrès, qui est contrôlé par les démocrates, de faire un moratoire sur toutes les mesures de sécurité qu'il y avait autour du système d'élection. Donc, il y a eu un moratoire sur les signatures. Le moratoire sur les signatures, c'est quoi? De manière générale, lorsqu'on envoie un bulletin, au niveau du bureau de vote, les responsables confrontent la signature qui est sur le bulletin avec la signature de l'électeur qui est dans le système. Et ce n'est que comme cela que le bulletin est approuvé. Mais dans la plupart des 5 États dont nous sommes en train de parler, ces États ont passé un moratoire sur ces exigences. Donc, il y a des témoignages qui ne sont pas nécessairement vérifiés de certains observateurs qui décrivaient des bulletins de vote qui arrivaient soit sans signature, soit avec des signatures qui ne correspondaient pas aux données dans le système, mais qui ont été acceptées. Pourquoi? Parce que la loi a été changée spécifiquement pour cette élection sous le couvert des mesures de protection et de sécurité à cause du Covid, pour lever en fait ce genre de protection et de mesures de sécurité. Oui, donc parce que la loi a autorisé que ces mesures soient levées, il va être difficile pour l'équipe de campagne de Trump d'aller juridiquement établir un cas de fraude, parce que ces bulletins étant acceptés, ce n'était pas illégal. Voilà pourquoi même au cas où l'équipe de campagne arrive à démontrer qu'il y a un grand nombre de bulletins de vote qui sont en question, sur le plan juridique et sur le plan purement légal, il sera difficile d'établir que ces responsables de bureaux de vote ont véritablement posé un acte illégal et qui doit être corrigé. Donc, voilà pourquoi je pense que les chances de réussite d'une procédure légale de l'équipe de Trump, pour moi, sont faibles. Mais, s'il y a une chose que Donald Trump nous a démontré durant ces 4 dernières années, c'est que la plupart des choses qu'on dit impossibles le concernant, il réussit toujours à les changer. Donc, avec lui, l'impossible n'est pas totalement à exclure. Il n'est pas impossible que à la dernière minute qu'on assiste à un retournement de situation total et il sort une dernière comment ça s'appelle encore, il sort un dernier lapin de son chapeau. Cela n'est pas à exclure. Donc personnellement, je me tiens donc à mon pronostic, même si la probabilité que ce pronostic aboutisse
en termes de pourcentage est beaucoup plus faible. Je parlais de 75% de chances que Trump remporte à l'époque. Et là, ce pourcentage est peut-être retombé à entre 10 et 15% maintenant. Mais je me tiens à mon pronostic parce que je suis un homme de parole. Et parce que je suis un homme de parole, le caleçon, il est prêt. Comme vous pouvez le voir, il est repassé, lavé, repassé. Et je vais l'emballer et le mettre dans le tiroir. Et quand le résultat sera sorti de manière officielle, eh bien, en tant qu'un homme de parole, je reviendrai pour la cérémonie. Voilà pour l'observation. Mais une dernière chose qu'on peut dire, c'est que en termes, à la question de savoir est-ce qu'il y a réellement eu de la fraude lors de cette élection, au-delà de toutes les considérations juridiques et judiciaires, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait de la fraude à cette élection? Alors, mon avis personnel, c'est que les données statistiques, les éléments statistiques sont plutôt assez curieux. Un certain nombre de curiosités, notamment, c'est que dans une ville comme Détroit, qui est une ville majoritairement noire, Joe Biden a remporté plus de votes noirs que Barack Obama n'en a remporté en 2008. Je répète, les Noirs sont plus sortis pour voter pour Joe Biden à Détroit, une ville noire, en 2020, qu'ils n'étaient sortis en 2008 pour voter pour le premier président noir des États-Unis. Si ça, ce n'est pas curieux et suspect, je ne sais pas ce qui serait plus suspect. Ou encore, Trump a, jusqu'au 3 novembre, je pense il a perdu une partie de l'électorat blanc, mais il a gagné au niveau de l'électorat mexicain, latino et noir. Il est pratiquement à 12%. Par comparaison, en 2016, il a 8% de l'électorat noir. Il était à 12% de l'électorat noir au 4 novembre, si je me rappelle bien. Donc, Trump, s'il a perdu un peu de l'électorat blanc et remporté l'électorat féminin, blanc féminin, remporté l'électorat noir, homme masculin et féminin, remporté chez les latinos, gagné en termes de l'électorat au sein des communautés et même des Indiens d'Amérique. Pour moi, c'est contradictoire qu'ensuite, ils perdent au niveau national. Mais c'est possible. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en termes de statistiques, ça ressemble à une incongruité qui pourrait être expliquée d'une façon ou d'une autre. Mais c'est plutôt suspect. Autre chose, c'est que pendant que Trump est supposément en train de perdre face à Biden, les républicains ont gagné et ont récupéré à ce soir, je pense qu'ils ont récupéré près d'une dizaine de sièges au Congrès et ils gagnent et ils maintiennent leur contrôle du Sénat. Donc, comment est-ce que les électeurs sont sortis, ont donné plus de pouvoir aux républicains au Congrès, ont maintenu les républicains au Sénat, mais ont décidé massivement d'élire Biden. C'est également une certaine incohérence. Certains médias ont dit c'est parce que Trump est largement haï et détesté par tout le monde, mais cela ne s'applique pas forcément aux républicains. Je ne trouve pas cela cohérent, parce que la plupart des républicains qui ont remporté au Sénat, au Congrès, étaient pour la plupart avaient reçu, comment ça s'appelle encore lui, l'appui de Donald Trump. Donc pour la plupart, ils ont mené campagne comme étant des soutiens de Trump. Et donc, c'était clairement un appui de Trump qui leur a permis de booster leurs chances à cette élection au niveau du Congrès. Notamment, je parle surtout du Congrès. C'est vrai que le Sénat, il n'est pas encore définitif, mais au niveau du Congrès, le Sénat va être décidé, notamment en Géorgie. Mais bref, au niveau du Congrès, c'est clair que les républicains ont récupéré beaucoup des sièges qu'ils avaient perdus en 2018. Mais donc, de manière générale, il y a
il y a un certain manque de cohérence et de logique qui pourrait donner à suspecter qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au niveau de la situation. Bref, voilà ce que j'avais à dire pour les États-Unis. Comme j'ai dit, le caleçon, il est prêt. Je reste un homme de parole. Je projette qu'on n'aura pas de résultats définitifs de l'élection présidentielle avant un mois minimum, 2 mois, sinon. Et donc, je me arme déjà de patience et j'essaye de dépassionner mes échanges et les discussions. C'est quelque chose c'est un sujet, c'est un thème qui m'intéresse énormément. Donc, j'essaye de me détacher, de me déconnecter un peu pour pouvoir garder une certaine objectivité dans les analyses. Donc, chaque fois qu'il y a du nouveau, je pense je pourrais en parler dans les prochaines vidéos.